Bienvenue au podcast sur la piste du crime. On n'est pas des avocats, ni des experts en crime. On est juste un couple qui aime se raconter des histoires. Dans notre podcast, il va y avoir des sujets difficiles à entendre. Trigger warning pour les gens sensibles. Mais si t'es sensible, qu'est-ce que tu fais à écouter du true crime? Parfois, il va y avoir du sacrage. Parce qu'un violeur, c'est pas juste une marde. C'est une estie de marde. Puis on va pas se le cacher. Un tabarnak bien placé, c'est drôle en crise. Puis si t'aimes pas ça, je m'en calisse. J'espérais que tu tombes. Ça avait l'air comme si je tapais des mains de notre musique, mais c'est pas ça. J'espérais que tu tombes en bas de ta chaise. Pourquoi tu veux que je tombe en bas? À cause, t'étais tellement reculé, j'espérais que tu tombes, ça aurait été drôle. Ben, c'est vrai que c'est une chaise différente parce que j'ai scrappé la mienne hier, là, mais celle-là, gars, elle recule. Ben oui, mais j'attends juste que tu tombes. Quand je parle dans le microphone, puis là, je parle, puis ça recule tellement loin que... Oh. Hey, c'est épisode 24, Mireille. Ça fait un petit bout qu'on n'a pas sorti un vrai épisode. On a sorti un Patreon hier. Oui. Mais un épisode régulier, ça fait proche d'un mois. On fait dur. Puis c'est 100% de ma faute. Je sais. Parce que j'ai changé de job. Oui. Ben, je change de job dans 2 semaines, mais il y a comme le processus d'entrevue, puis l'étude, puis tout. Puis j'aime ça être comme trop préparé pour l'entrevue. Fait que j'ai passé comme un bon 2-3 semaines juste dans les livres, puis dans l'étude, puis en préparation. Comme je prépare un plan d'affaires aussi pour l'entrevue. Puis, pas pour garder le monde en suspense, mais j'ai eu la job, fait que je change de job dans 2 semaines. Fallu qu'il fasse une présentation PowerPoint. Oui. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de PowerPoint. Je m'ennuyais de ça, j'en faisais beaucoup au conseil scolaire. Puis là, depuis que j'étais au CFORP, j'en faisais plus. Félicitations, René. Oui, fait que pour les curieux, je deviens directeur général du Centre de loisirs régional et culturel de Kapuskasing. C'est un long nom, oui. Puis je pense qu'il est incorporé en quelque part là-dedans aussi. Oui, là. oui. Non, c'est une grosse job. René, il va avoir beaucoup de travail, mais félicitations. C'est ça que je veux. Whoop, whoop. Grosse job, beaucoup de travail. Oh, pas moi. J'en veux pas plus. Je suis correct avec mon travail. Fait qu'à part de ça, j'ai rien préparé de plus. Non. J'ai pas de Tarla du Canada. T'es bien plate. J'ai pas rien. C'est correct. Fait que, on va te pardonner, mais la prochaine fois, t'es mieux d'être plus préparé. Je vais essayer, oui. Donc, Mireille. Oui? Où est-ce que la piste nous mène? Oh! La piste nous mène... OK. La piste nous mène au Vietnam, aux États-Unis, au Canada. La piste nous mène partout aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, René, j'ai fait un cas semblable au tien, à tes cas. J'ai fait des grosses recherches. OK. J'ai fait un cas plus historique. Ouh. Pas, en tout cas, tu vas comprendre. Je suis déjà intéressé. Pas que je suis jamais intéressé, mais je suis plus intéressé. Tu vas être intéressé. Ben, je sais pas. J'espère que je suis pas trop partout. Tu te rappelles quand tu as fait l'effondrement? Oui. Bon. Tu es en train de me dire que c'était partout? Un petit peu partout. Non, toi, tu pensais que tu l'étais. Ah, oui? J'espère que je suis pas trop en train de vous mélanger parce que tu avais beaucoup d'informations. Oui, OK. J'ai beaucoup d'informations, puis j'espère que ça va faire du sens, puis j'espère qu'il y a assez de suite. Ouais. All right? OK. Donc aujourd'hui, René, je te parle de l'Agent Orange. Ah, OK. Donc, tu as probablement déjà entendu parler de l'Agent Orange. Oui, là, je vois le lien avec le Vietnam, là, oui. Je suis un grand amateur d'histoire militaire. Là. C'est ça. C'était un herbicide toxique utilisé pendant la guerre du Vietnam de 1961 à... T'en veux-tu? Après la mort de Kennedy. Non, ça a fini dans le temps de Nixon, c'est encore plus loin que ça. Je sais pas c'est quoi l'année exacte, non? C'était 10 ans, donc de 1961 à 1971. Ouf, ouais. Donc... C'est pas une guerre officielle, par exemple, ils n'ont jamais déclaré la guerre, non. Vraiment? Mm-hmm. On parle souvent de la guerre du Vietnam, pourtant. Oui, c'est toute
toutes les caractéristiques d'une guerre, sauf une déclaration officielle. OK, je ne savais pas. Donc, Agent Orange a eu des effets graves sur les gens exposés. On sait que ça a causé des maladies, comme plusieurs types de cancers, des malformations congénitales et des problèmes respiratoires. Hey, j'ai même écrit mes sources directes, là. Mes sources. The doctor who sounded the alarm, CBC News, The Fifth Estate, The Wrong Diagnosis, The Globe and Mail, Mr. Ballin, The Canadian Encyclopedia, YouTube History et Retro Report. Il y en a beaucoup? Il y en a beaucoup. J'aime ça, quand on confirme des sources avec plusieurs autres sources. C'est ça. L'Agent Orange, c'était un mélange d'herbicides qui produit... Pas c'était, c'est. Je recommence. Je recommence déjà, excusez pour l'auditeur qui nous regarde live en ce moment. Au singulier. Au singulier, pour vrai. L'Agent Orange, c'est un mélange d'herbicides qui produit un contaminant chimique appelé dioxine. Une toxine dangereuse qui nuit à la santé humaine. Son but, détruire la végétation. Au Canada, il a été utilisé pour éliminer les arbres et les plantes. Comme par exemple sur les terrains d'entraînement militaire à Gagetown, au Nouveau-Brunswick, la plus grande base d'entraînement au pays. Ils s'en ont servi beaucoup aussi près des lignes de chemin de fer. Je m'en viens avec ça. OK. Oui. puis défolier comme les lignes d'hydro, des choses de même. Oui. Comme il y avait beaucoup de végétation, ils voulaient la dégager. Bien plus facile de même. Right? Ben oui, au lieu de payer plein de monde avec des chainsaws. Puis... Exactement. Et la chose, c'est que le gouvernement canadien a minimisé l'ampleur de l'exposition des gens à ce produit. Comme j'ai dit, l'Agent Orange, ça fait pas juste tuer des plantes. C'est un produit super cancérigène lié à 14 maladies, dont des cancers de poumon, de la prostate et de la vessie. On a aussi appris en 2006, grâce à une enquête fédérale, que l'Agent Orange, ainsi que l'Agent White et l'Agent Purple, d'autres herbicides... Il y a d'autres couleurs. avaient été pulvérisés là-bas. Là-bas, quand je dis là-bas, je parle de... pendant la guerre du Vietnam, dans les années 60. Okay. Et on les appelait les herbicides arc-en-ciel. Le gouvernement canadien a permis aux États-Unis de tester ces produits chimiques à Gagetown. Ah! Ben oui. Maudite gang. En quelle année? Au Vietnam, 61. C'était entre 50 et 80. OK, sur plusieurs années. OK. Oui. J'essayais de chercher qui blâmer, mais OK. Ouais. Dans ce temps-là, après la Deuxième Guerre, Louis Saint-Laurent, ouais. Après Diefenbaker, après Pearson, ils sont tous coupables. Ah ouais. Sure. Mais l'Agent Orange, il n'a pas été juste utilisé là. Il a été pulvérisé ailleurs au Canada, par exemple, pour dégager des lignes électriques en Ontario, soit entre 1950 et 80, comme que je vais dire, et comme que René tantôt il a dit, il vous a déjà expliqué. Mais c'était aussi utilisé pour les compagnies privées comme le moulin à pâte des papiers, genre la Spruce Falls ici. Et je sais que ça a affecté la santé de bien des bûcherons. Il y avait ça parce qu'ils faisaient des chemins dans le bois. Ben oui. Donc, puis comme tu disais tantôt, les lignes électriques, puis les chemins de fer. Oui. Comme la ligne électrique et les chemins de fer qui se rendaient jusqu'à Smoky Falls, ici, 80 km au nord, qui est encore défolié de nos jours, qu'on se sert pour aller à la pêche. Ah! C'est pas un chemin, c'est pas un vrai chemin, mais c'est l'ancien chemin de fer, comme ils ont arraché le chemin de fer, mais l'ancien chemin de fer est navigable avec un camion et un bateau, là, plus ou moins, si tu pèses pas sur le gaz. Si tu pèses pas sur le gaz. Ça va. Faut que tu y ailles sur le nœud. Ouais, t'avances vraiment pas vite, ouais. Puis ça y va. OK. Où j'étais rendue? Ouais, j'interjecte beaucoup avec des faits inutiles. C'est correct. De chasse et pêche. C'est bien correct. Ça doit aussi avoir, tu sais, dans le coin de Rouen, puis ces places-là aussi, ils doivent avoir fait la même chose. Mais eux autres, c'est plus minier. Oui. Ouais. Mais je suis sûre qu'il doit y avoir des produits qui ont été sur le chemin de fer, là. Ils ont d'autres problèmes avec d'autres cancérigènes. Oh, ça, je sais. Oui, ça fait pitié là-bas pour ça aussi, oui. Donc, j'ai même une collègue à l'école qui me disait se souvenir de courir en arrière de l'avion en bicycle dans Boucan. Oh. À cause que la boucane faisait de la couleur. Parce que ils se promenaient en bicycle puis
il trouvait ça drôle de pédaler dans la boucane. Aïe, aïe, puis En tu arrière des respires ça. avions. Là. Parce que les avions, il y avait quand même assez bas. Il allait assez bas là, quand il pulvérisait. Là. Oui. Mm-hmm. Parce que sinon, ça va être trop diffusé à travers une trop grande surface forest. Là. C'est ça. Elle a dit, la niaiseuse, elle disait ça. Mais ça ne veut pas, eux autres, c'est des enfants. Parce que c'est pas elle même qui est encore. c'est pas elle qui est niaiseuse, c'est tout le ministère qui a permis ça, puis qu'il y ait des enfants là pendant le temps que l'avion passe, c'est ça qui est niaiseux. Oui. Bon. En plus de Gagetown et du nord de l'Ontario et tout ça, il y avait une usine qui s'appelait Dow Chemical à Sarnia, en Ontario, et qui avait plus de 700 employés qui fabriquaient Agent Orange pour l'armée américaine. Plusieurs anciens travailleurs sont tombés malades. Agent Orange a été interdit au Canada et aux États-Unis en 1985. Quand le gouvernement canadien a mené son enquête en 2006, il a conclu que les niveaux de contamination ne présentaient pas de danger pour la plupart des gens qui vivaient ou qui travaillaient autour de la base militaire de Gagetown. Juste les personnes directement exposées étaient à risque. Bullshit. Ouais, ils ont trouvé des dioxines dans le sol, mais ils ont dit que le niveau n'était pas dangereux pour la population. L'eau et les poissons testés ne montaient pas de contamination à des doses mortelles. En gros, selon l'enquête, il y a juste les gens qui manipulaient directement l'Agent Orange, comme à Dow Chemical, ou ceux qui s'entraînaient sur les terrains dernièrement pulvérisés qui étaient en danger. Des soldats s'entraînaient sur les sols contaminés risquaient donc de développer des problèmes de santé. Une des critiques les plus fortes au sujet de la contamination d'Agent Orange vient de la Canadienne Meg Sears, une ingénieure en biotechnologie. Elle affirme que les données étaient manipulées et que les études sur les poissons étaient pas bonnes parce que les chercheurs avaient enlevé la peau des poissons, alors que c'est là que les toxines s'accumulent. Oh. Ouais. Comme que... on va investiguer le cancer du poumon causé par les cigarettes, mais on n'examinera pas les poumons. Basically, c'est ça, oui. Sauf que derrière tout ça, il y a des vies brisées et plusieurs personnes qui ont été affectées. Bon. Maintenant, René, je te raconte l'histoire du syndrome du Nouveau-Brunswick. Je veux t'avertir d'avance que les noms sont changés dans l'histoire, sauf le nom du docteur. Puis, comme dans d'autres cas que j'ai fait, je te la raconte sur forme d'histoire à la Mr. Ballin. Ooh. Comme que j'ai fait la dernière fois. Yes. Je sais que t'aimes ça. La dernière fois, c'était un épisode Patreon là, pour eux autres qui... Oui. Allez pas chercher dans l'épisode 23, vous n'allez pas trouver ça. Là. Non, mais j'en ai fait une sur... c'était celle-là. Où est-ce que c'était une vie... La fille, elle écrit un livre sur sa vie parce que sa vie, c'était toute une... Ouais, je me rappelle plus de son nom. Un gros mystère tout le long de sa vie, là. Yeah, ouais. Tu te souviens? OK. J'ai envie de dire Diane quelque chose, mais... C'est ça. Anyways, en tout cas, c'est pas important. C'est pas important quel nom, puis c'est juste que, oui, ça, ce n'était un. Bon. C'était à quelques jours avant le réveillon du Nouvel An en 2018. Une femme dans sa soixantaine nommée Jeanne Blanchette entre à la maison après avoir promené son petit Boston terrier autour du quartier. Elle appela son mari Louis, mais pas un bruit dans la maison. Jeanne vérifia leur chambre, puis les salles de bain, même la cour en arrière. Juste au moment où elle commençait à s'inquiéter, elle entendit la voix de Louis au fond du corridor. Elle ouvrit la porte de ce qui était autrefois son bureau. À l'intérieur, son mari était penché sur son pupitre en regardant des vieux registres de comptes en marmonnant. Jeanne fut surprise de le trouver là. Louis avait pris sa retraite, ça faisait des années. Il n'utilisait plus ce bureau. Elle lui demanda qu'est-ce qu'il faisait là, puis Louis frappa un poing sur son pupitre. Il se mit à crier qu'il s'avait fait avoir. Un client lui avait surfacturé du bois de chantier et il était furieux à propos de ça. Jeanne tenta de le calmer en lui rappelant qu'il avait vendu sa business de construction des années passées et que tous les anciens conflits d'argent, c'était pas important. Mais Louis est resté stock là-dessus. Jeanne sortit du bureau pour donner de l'espace, juste pour qu'il digère sa colère. Mais plus tard dans la soirée, Louis était toujours bouillant de rage et ne disait pas un mot.
Jeanne ne comprenait pas pourquoi il restait fixé sur des affaires d'argent de longtemps passées. Elle espérait juste qu'une bonne nuit de sommeil lui ferait reprendre ses esprits. Le lendemain, Jeanne rentra à la maison après avoir été faire l'épicerie pour trouver son mari totalement paniqué encore. Cette fois-là, c'était à propos de son apparence. Il pointait sa tête et demandait pourquoi que ses cheveux étaient blancs. Jeanne ne savait plus quoi dire. Elle lui assura que rien n'avait changé et que ça faisait longtemps que ses cheveux étaient blancs. Jeanne ressentit une mauvaise impression. Une petite confusion, OK, mais là, le comportement de son mari ces derniers jours était pas mal plus grave. Ça s'en vient de la démence. Elle alla dans le bureau où se trouvait Louis et lui posa juste une question. « Quelle année sommes-nous? » La réponse la fit tomber sur le cul, comme on dit. Il lui répond 1992. Mais c'était pas le cas. On est en 2018. Là. Ça fait 26 ans depuis 92. Ouais. Jane sentit la peur monter. Malgré son âge, Louis n'avait jamais montré de signe de démence avant. C'est comme Robin Williams là, dans Jumanji. Là. What year is it? Ouais. Mais maintenant, il semble empirer d'heure en heure. Elle se demandait si ça pouvait être une forme d'Alzheimer's agressive. Elle attrapa son téléphone et prit le premier rendez-vous disponible avec le médecin de Louis. Ce soir-là, Jeanne fit de son mieux pour se détendre. S'assit devant la TV avec une tasse de thé, mais n'importe quoi qu'elle fasse, elle ne pouvait pas s'empêcher de s'inquiéter pour son mari. En se levant pour se servir une autre tasse, elle entendit du bruit venant du couloir. Jeanne se précipita vers le bruit et ouvrit la porte du bureau d'un coup sec. À l'intérieur, le plancher était couvert de morceaux brisés de la lampe du bureau de Louis. Derrière son pupitre, Louis se débattait dans son fauteuil, les yeux retournés. Jane se précipita à ses côtés en tentant de le calmer, mais son corps faisait des spasmes. Il était incontrôlable. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était tenir ses jambes et ses bras pour l'empêcher de se blesser ou de se casser quelque chose d'autre. Ou de casser quelque chose d'autre, excuse. Peu à peu, la crise s'arrêta. Dès que Louis retrouva une respiration normale, Jane attrape son téléphone de sa sacoche, puis aida Louis à monter dans sa voiture. Son esprit était plein de questions alors qu'elle fonçait vers l'hôpital. Qu'est-ce qui se passait avec son mari? 6 mois plus tard, en mai 2019, excuse ma prononciation, le docteur Alière Marrero, neurologue, faisait face à Jeanne et leurs 2 enfants adultes, Ted et Helen. L'atmosphère dans le bureau était lourde et pleine d'émotions. Jane essuyait ses yeux avec un mouchoir. Parce que quelques jours plus tôt, son mari Louis était décédé. Ah. Le docteur Marrero avait rencontré Jeanne et Louis pour la première fois en janvier 2019, après que Jeanne l'avait amené à l'hôpital suite à sa crise. Au début, il pensait à une maladie neurologique comme l'Alzheimer's, Parkinson ou la SLA, la maladie de Lou Gehrig. Ces maladies pouvaient expliquer la dégradation mentale soudaine de Louis et la perte de contrôle de ses mouvements. Il avait donc accordé une série de tests pour confirmer un de ses diagnostics. Mais tous les résultats étaient restés flous. Pourtant, semaine après semaine, l'état de Louis empirait. Il se mettait à vivre des rêveries. Ça ressemblait à des cauchemars, des pures hallucinations, mais terriblement réelles pour lui. Il perdait aussi le contrôle de ses membres, souffrant de spasmes musculaires si intenses que le moindre mouvement lui faisait mal. Caroline. Le docteur Marrero commence à suspecter le pire. La maladie de Creutzfeldt-Jakob. J'espère que je l'ai bien prononcé, là. C'est C-R-E-U-T-Z-F-E-L-D-T, trait d'union, Jacob, J-A-K-O-B. C'est intense, comme T-Z-F, un après l'autre. Oui. So, entre parenthèses, MCJ. Une affectation rare et toujours fatale causée par des protéines anormales dans le cerveau. Les symptômes ressemblent à une forme d'Alzheimer's qui progresse à une vitesse fulgurante, comme vraiment vite, mais il n'existe aucun traitement pour ralentir l'évolution. La plupart des patients
meurt entre 6 mois et 1 an. 6 mois ou 1 an? C'est très vite. Aïe, aïe, ça fait vite. Mm-hmm. Malheureusement, la MCJ ne peut être diagnostiquée avec certitude qu'après le décès, en faisant une autopsie. Il faut qu'il examine comme les tissus cérébrales, j'imagine. C'est ça, ouais. Une autopsie du cerveau. Même si le docteur Marrero était convaincu que Louis en était atteint, il ne pouvait pas être absolument certain que c'est ça qu'il avait. Ouais, puis là, lui, il ne sait pas comme nous autres que c'est l'agent orange. Exactement. Ouais. Il avait tout tenté pour soulager la souffrance de Louis, mais son état n'avait jamais cessé de détériorer. Il est décédé juste 5 mois après leur première rencontre. Comme je sais, j'ai dit ça, c'est entre 6 mois puis 1 an, mais qui sait comment longtemps ça faisait qu'il l'avait, là. Ouais. Tu sais? Dès les premiers symptômes. Ça ne veut pas dire que ça commence aussitôt qu'il rencontre le médecin. Là. C'est ça. Le docteur Marrero savait à quel point revenir dans son bureau était difficile pour Jeanne. Pourtant, il avait besoin qu'elle signe des documents autorisant une autopsie du corps de son mari. Comprendre les détails de la maladie qui avait emporté Louis pourrait aider les futurs patients atteints de MCJ à éviter le même sort. Jeanne essuya ses yeux, prit sa plume et signa les documents. 3 mois plus tard, à la fin de l'été, le docteur Marrero trouva dans sa boîte à mal le rapport d'autopsie de Louis. En l'ouvrant, il fut surpris. Louis n'avait pas la maladie de Creutzfeldt-Jakob. MCJ. Les symptômes correspondaient pourtant parfaitement à cette maladie, mais rien d'autre semblait logique. Mais si c'était pas la MCJ, qu'est-ce qui aurait bien pu tuer Louis? Le docteur Marrero sortit l'ancien dossier médical de Louis pour relire ses notes. En le revoyant, quelque chose dans la combinaison des symptômes lui rappela un cas familier, sorti donc des archives d'autres patients qu'il avait traités dans les dernières années. Ce patient était beaucoup plus jeune que Louis, la vingtaine ou la trentaine, ne voyait pas de lien au début, surtout que la MCJ touche généralement les personnes plus âgées. Et ces jeunes patients présentaient des symptômes très semblables à ceux de Louis. Un déclin mental et physique soudain, sans avertissement ni conditions génétiques préalables. Mais une autre ressemblance apparut. Presque tous ces patients, Louis compris, vivaient dans les mêmes 2 régions du Canada. La ville de Moncton, la plus grande ville du Nouveau-Brunswick, et la péninsule acadienne. Le docteur Marrero ne comprenait pas pourquoi les habitants de ces 2 zones seraient susceptibles à cette maladie étrange et mortelle. Il prit donc un autre rendez-vous avec Jeanne pour lui annoncer les résultats de l'examen de Louis. Il se demanda comment lui dire que son mari n'était pas mort de la MCJ. Il savait qu'elle poserait la même question qu'il se demandait lui-même. Mais d'abord, qu'est-ce qui a tué Louis? Mm-hmm. Il espérait simplement finir par trouver la réponse lui aussi. 6 mois plus tard, en plein hiver, Dr Marrero se servit une autre tasse de café dans la cafétéria, regarda par la fenêtre. Il était même pas 3 heures, mais la nuit tombait déjà. Tu connais ça? Ah oui, il fait noir à 4 heures ici à l'hiver. Se sentait épuisé par la charge de travail. Ces derniers mois, son cabinet était rempli de cas compliqués, tous étrangement similaires à celui de Louis. Patient après patient arrivait avec une détérioration mentale soudaine, suivie d'une dégradation physique, comme Louis. Beaucoup présentaient des symptômes ressemblant à la MCJ. Quelque chose n'allait jamais complètement. Peu importe le nombre de tests effectués par le docteur Marrero, les résultats correspondaient jamais vraiment à la maladie. Les symptômes apparaissaient soit trop lentement, soit trop rapidement, ou ne réagissaient pas aux médicaments comme d'habitude. Le plus étrange restait l'âge des patients. La plupart étaient très jeunes. Cela poussa le docteur Marrero à réfléchir. Depuis l'autopsie de Louis, révélant qu'il ne s'agissait pas de la MCJ, il commençait à soupçonner qu'il faisait face à quelque chose de totalement nouveau. Une maladie encore inconnue des médecins. Penses-tu? Penses-tu que c'est une maladie inconnue des médecins? Ça me fait penser à... C'est comme quand tu regardes un documentaire sur la découverte du sida. Tu sais, ça prend du temps à découvrir que tu fais face à quelque chose de nouveau. Là. Oui. C'est compliqué, la médecine, puis analyser les symptômes, puis essayer de trouver un lien. Puis là, lui, ça a l'air compliqué. Il dit,
non seulement ça n'a pas de l'air d'être une démence parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont affectés, fait que ça le mélange beaucoup là, dans ses théories. Mm-hmm. Je ne devrais pas dire théorie, dans le bon terme, c'est hypothèse. Ouais, c'est ça. Je savais que cette idée faisait pas de sens, mais c'était la seule hypothèse qu'il y avait. Que ton hypothèse, c'est comme tu viens de dire. Oui, parce que théorie, c'est comme l'explication, accepter le bon modèle, comme qu'est-ce qui décrit le mieux la réalité. Ouais. C'est ça. Malgré ses soupçons, il continue de signaler chaque cas mystérieux au système de surveillance de la maladie de MCJ. J'étais pour dire la maladie, mais non. Dirigé par le gouvernement canadien. Il espérait que ça permettrait de détecter une tendance plus large, quelque chose que lui seul ne pouvait pas avoir. S'il identifiait une urgence, les autorités médicales pouvaient alors donner des instructions aux professionnels de santé. En attendant, le docteur Marrero décida de mener sa propre enquête. Un peu plus d'un an plus tard, tôt le matin, en 2021, Ted, le fils de Louis, ouvrit son journal et découvrit que la maladie mystérieuse qui avait tué son père attirait enfin l'attention du public. Après leur rencontre avec le docteur Marrero, Ted et sa sœur Hélène étaient terrifiés, se demandaient si la maladie pouvait être génétique, s'ils risquaient de connaître le même sort que leur père. Mais comme personne ne savait encore que c'était, il était impossible de savoir s'ils étaient en danger ou non. Ce matin-là, Ted lut que le docteur Marrero avait, avec d'autres experts, participé à une réunion à l'Agence de santé publique du Canada pour discuter d'une nouvelle maladie qui avait touché 48 personnes dans la région. 48? 48! Cela signifiait que le docteur Marrero avait découvert au moins 20 nouveaux cas depuis la maladie de son père. Les experts avaient donné un nom provisoire à la maladie. Syndrome neurologique de cause inconnue du Nouveau-Brunswick. C'est très descriptif. Ted continua sa lecture et vit que les patients touchés venaient d'horizons très différents. Âge, mode de vie, milieux variés, mais tous développaient une démence exactement de la même façon que son père. Et 6 d'entre eux étaient déjà morts. Ted se sentit soulagé en lisant que les scientifiques n'avaient trouvé aucun lien génétique avec cette maladie. En réalité, ils avaient découvert une seule chose en commun entre tous ces cas. Ils vivaient tous au même endroit, dans la même région géographique. Les scientifiques commencèrent à soupçonner que quelque chose dans l'environnement pouvait être responsable. Certains chercheurs rédigèrent un mémo pour avertir les médecins de la région de cette maladie mystérieuse dévastatrice, mais d'autres avaient peur que ça provoque une panique et s'opposèrent à la diffusion. En ça, je suis toujours 100% contre ça. Oui. Tu dois informer le public. Absolument. Tu traites pas le public comme des enfants. Oui, c'est ça. Oh non, ils vont paniquer. Ben, peut-être qu'ils ont raison de paniquer. Ils viennent dire qu'il y a une cause environnementale. Mm-hmm. Ça veut littéralement dire l'environnement est en train de tuer ce monde-là. Ben, c'est ça. Finalement, ce débat n'eut peu d'importance. Quelqu'un avait divulgué tout le mémo à la presse. La maladie inconnue attirait alors l'attention du monde entier. Avec cette maladie maintenant exposée au grand jour, Ted espérait entrer en contact avec d'autres familles touchées. Il découvrit rapidement dans le groupe de discussion Syndrome neurologique du Nouveau-Brunswick existait déjà sur Facebook. Du Facebook. Ted partageait bientôt une nouvelle dans ce groupe. Les instituts de recherche en santé du Canada avaient offert 5 millions de dollars à l'équipe du docteur Marrero pour financer une enquête clinique sur cette mystérieuse maladie. Mais, attache-toi René? 2 mois plus tard, le gouvernement provincial du Nouveau-Brunswick annonce qu'il prenait désormais en charge l'enquête. Cela signifie que le docteur Marrero et son équipe de scientifiques étaient exclus de la recherche. Hein? Oh. Oui, puis c'est lui qui l'a découvert, là. Ah oui, c'est lui qui connaît ça. Oui, non. Tu peux pas comme Chou, docteur combiner Marrero. les équipes ou Non. juste subventionner son équipe toi aussi. Comme... Je comprends que la santé, c'est un domaine de compétences provinciales, mais... Oui, mais c'est lui C'est lui qui travaille là-dessus. Là. Exactement. Pourquoi y enlever? On te donne 5 millions. Ah non. 2 mois après. 2 mois. Ben, la subvention de 5 millions, ça, de la manière que tu l'as dit, ça vient du gouvernement fédéral. Oui, Canada. Oui. Puis là, ensuite, c'est le gouvernement provincial qui s'en mêle.
Oui, mais ils l'ont sorti de là. Ça n'a pas été long. Bon. Ted et les autres membres du groupe Facebook ne comprenaient pas pourquoi que le gouvernement écartait celui qui avait fait plus de n'importe qui de recherche sur cette maladie et ses victimes. Pour eux, le gouvernement aurait dû inclure davantage les scientifiques, pas les écarter. Ah oui, ceux qui ont de l'expérience là-dedans déjà. C'est ça. Ça n'avait aucun sens. Ouais. Sauf s'il y avait quelque chose à cacher. Oui, c'est vrai. 5 mois plus tard, en octobre 2021, Ted roulait vers son travail et profitait de l'air frais, la radio à fond. Il essayait de se concentrer sur sa journée à venir, mais son esprit restait ailleurs. Son père, Louis, était mort depuis 2 ans et sa cause du décès était encore un mystère. Ted et ses amis sur Facebook attendaient désespérément des nouvelles, mais depuis que le gouvernement avait pris le contrôle de l'enquête, aucune mise à jour avait été faite. Rien su. Silence. Silence total. Alors qu'il dépassait un 18 roues chargé de bois, quelque chose attira son attention à la radio. Il monta le son juste en temps pour entendre l'annonceur mentionner la maladie du Nouveau-Brunswick. La province avait étudié 48 cas, dont 8 qui étaient déjà morts. Et pour ces 8 décès, il avait fait un appel à un médecin indépendant de l'Ontario, le docteur Robert Hansen, chargé de mener les autopsies. L'enquête du docteur Hansen était désormais terminée. Et sa conclusion préliminaire déclara « Attache ta tuque, René. Oh non. Les cas n'avaient aucun lien entre eux. » Ça, c'est comme quand la défense fait venir le psychologue là, pour dire le contraire complet de la couronne. Là, ils ont trouvé le psychologue ou le professionnel le plus sketch possible là, qui va prendre 500$ pour dire n'importe quoi. Là. C'est comme dans ton cas. On a fait venir comme plein de gens pour respecter le mall. Ah oui, mais l'ingénieur de Sault-Saint-Marie. Oui, c'est ça. Je ne me rappelle plus de son nom là, parce qu'il ne mérite pas que je me souvienne de son nom. Là, mais... Au moins, il a perdu sa licence. Ouais. Mais il a gagné en cours. Mon casse. C'est insulté. Casse. Donc, ils étaient tous des incidents séparés sans rapport. Le Dr. Hansen avait conclu que chacun de ses patients souffrait en réalité d'une maladie bien connue, comme soit le cancer, la démence ou de l'Alzheimer. Aucune nouvelle maladie n'existait. Ted n'en croyait pas ses oreilles. Il était convaincu qu'il y avait forcément un lien entre tous ces cas. Il avait vu le rapport d'autopsie de son père. Il ne savait pas de quelle maladie le Dr. Hansen parlait, mais il était certain que son père n'était pas mort de MCJ ni d'aucune des maladies mentionnées dans le rapport. Pour Ted, c'était quelque chose de nouveau, une maladie qui n'était pas connue par la communauté médicale. Il commença alors à se demander si le gouvernement canadien ne cherchait pas à cacher la vérité, parce que ça faisait pas de sens. Dans les mois suivants, Ted et sa famille entrèrent en contact avec des dizaines d'autres familles sur Facebook, toutes sur le groupe de la maladie du Nouveau-Brunswick. OK. Tous étaient d'accord. Le Dr. Hansen avait dit de la bullshit. Il y avait certainement une connexion entre ces cas. Il était persuadé que la cause était environnementale, car presque tous les patients vivaient dans la même région du Canada. Ensemble, ils imaginèrent des stratégies pour continuer leur enquête. Lancer une collecte de fonds pour financer leurs propres tests environnementaux. Contacter l'activiste environnemental genre Erin Brockovich pour qu'elle mène une enquête indépendante. En parallèle, semaine après semaine, ils menèrent une campagne acharnée, espérant que la commission du Dr. Hansen revienne sur ses conclusions. Ils ont vraiment impliqué Erin Brockovich ou quelqu'un comme, tu veux juste dire... Mais non, c'est écrit « Contacter l'activiste environnemental Erin Brockovich ». Ils voulaient vraiment Erin Brockovich. Ah, OK, eux autres, ils voulaient ça, OK. Oui. Mais c'est une Américaine. Celle dont l'histoire avait inspiré le film avec Julia Roberts. Oui. Film du même nom, que j'ai jamais vu. Moi, je l'ai vu. Oui. C'est actually bon. Une vraie histoire, donc c'est toujours bon. Le 24 février 2022, Ted ramasse son journal et en première page, un article sur la maladie du Nouveau-Brunswick. Il s'empressa de le lire
posa sur sa table de cuisine et parcourut toutes les colonnes. Le rapport final de la commission provinciale était là, noir sur blanc. Après, soi-disant de longues délibérations, la commission s'était rangée sur l'avis du Dr. Hansen. Les cas n'étaient pas liés. Aucune nouvelle maladie n'existait. Tout leur effort n'avait servi à rien. Tu t'arranges avec le gars des vues. Ouais. 8 mois plus tard, en automne 2022, le docteur Marrero s'installa dans son fauteuil derrière son bureau, découragé de la vie. Son dernier patient de la journée venait de partir. Enfin, il pouvait souffler un peu. Même après que le gouvernement avait mis fin à ses recherches sur la maladie du Nouveau-Brunswick, la liste des patients du docteur Marrero a continué de monter. Oh, la maladie qui n'existe pas, ça continue à faire des victimes. Là. Tous atteints de ce syndrome apparemment inexistant ne cessaient de grandir. Comment tu penses qu'il était rendu, là? C'était 48 tantôt. Je sais pas, on va... 100. Elle comptait désormais 430 personnes, dont 111 qui avaient moins de 45 ans. Et 39 étaient déjà décédés. Presque tous suivaient un même schéma, un déclin cognitif, physique brutal et inexpliqué. Le Dr. Marrero ne trouvait aucun lien clair entre l'âge, les origines des patients. Mais un détail l'intriguait, le moment où les gens tombaient malades. La grande majorité des nouveaux cas paraissaient à la fin de l'été ou au début de l'automne. Ah! Tentait de réfléchir aux facteurs environnementaux qui pouvaient changer cette période. Interesting. En regardant par la fenêtre, ses yeux se posèrent sur les arbres à l'horizon. Paysage familier dans les vastes forêts canadiennes. Ce jour-là, ce simple détail éveilla un doute. Est-ce qu'il y avait un lien entre cette augmentation de cas et les activités forestières? Le docteur Marrero savait que la coupe de bois se faisait principalement en été. Une fois les arbres abattus et évacués, de nouveaux plants sont replantés pour régénérer la zone. Mais pour éviter que les mauvaises herbes et les buissons étouffent les jeunes pousses, les exploitants pulvérisent des herbicides. Comme pour beaucoup de substances chimiques, le docteur Marrero savait que leurs effets sur la santé humaine pouvaient mettre des décennies, voire des générations à apparaître. Il savait que l'exposition à ces produits chimiques rendait effectivement les gens malades. Ça serait une immense responsabilité juridique et politique pour le gouvernement canadien. Et si c'était justement ça que les autorités redoutaient? Et si c'était la raison pour laquelle l'enquête avait été arrêtée? Les wise pas mal, ton docteur. Là. L'industrie forestière est l'une des plus anciennes, des plus vastes et des plus rentables du Nouveau-Brunswick. Remettre en question un pilier économique comme l'industrie forestière, ça pouvait être extrêmement risqué. Oui, il y a beaucoup de capital politique là-dedans. Oui. Si cette industrie redoutait d'être liée à une crise sanitaire, le docteur Marrero n'avait aucun doute que des appels auraient été passés au plus haut du niveau politique pour faire pression et éviter toute fuite d'informations. Trop de gens avaient trop à perdre. Le docteur Marrero voulait tester cette nouvelle hypothèse chimique, mais lui fallut plusieurs semaines pour trouver un bon laboratoire prêt à effectuer des analyses discrètement. Mais il en a trouvé un. À 6 heures de route, au Québec. Il était reconnaissant d'avoir trouvé quelqu'un qui était prêt à l'aider. En décembre, il recueillit des échantillons de sang de plus de 100 patients atteints du syndrome du Nouveau-Brunswick. Le docteur Marrero fit expédier les échantillons vers ce laboratoire. Son objectif était de tester un échantillon de patients aussi varié que possible, afin d'assurer la solidité scientifique de ses résultats. Quelques semaines plus tard, il reçut enfin des nouvelles. Les analyses étaient terminées. Il déverrouilla sa tablette pour consulter les résultats. Ce qu'il découvrit le surprit. Son intuition s'était révélée juste. Les résultats du laboratoire du Québec prouvaient à 90% des échantillons de sang de ces patients présentaient des niveaux élevés de glyphosate, un herbicide couramment utilisé dans l'exploitation forestière. Dans un cas, le niveau détecté était
15 000 fois plus supérieur à la limite la plus basse détectable. 15 000? 15 000. C'est pas rien qu'un petit peu. 1,5000. Le glyphosate agit en bloquant une enzyme essentielle à la croissance des plantes. Toute mauvaise herbe ou végétation pulvérisée finit donc par mourir. Le docteur Marrero était convaincu que ce produit chimique provoquait des effets à long terme, parfois dévastateurs, sur la santé humaine. Mais malgré ces découvertes, tout le monde n'est pas d'accord sur la dangerosité du glyphosate. Aux États-Unis, l'Agence de protection de l'environnement a statué en 2022 que le glyphosate ne représentait aucun risque sanitaire, même pour les enfants. Mais au Canada... Hein? Oui. Ah ouais, ils ont de l'argent là-dedans, eux autres? Ben, c'est ça. Ceux qui disent que c'est sécuritaire, c'est eux qui profitent du produit. Parce que la dioxine, Ah oui? elle est dangereuse. Mais le glyphosate, pas dangereux. Ça a juste été remplacé. Ouais. Ça a juste été remplacé. C'est la même maudite affaire. OK. Au Canada, le débat commençait à pencher en faveur du docteur Marrero. La province du Québec a fini par reconnaître un lien entre le glyphosate et une augmentation du risque de développer la maladie de Parkinson's, trouble cérébral pouvant entraîner des raideurs musculaires et des troubles moteurs graves. D'autres études récentes ont montré que le glyphosate perturbe la flore intestinale, c'est-à-dire des bactéries naturelles qui jouent un rôle clé dans un bon fonctionnement général de l'organisme. Un déséquilibre de ces bactéries peut entraîner une inflammation généralisée, y compris dans le cerveau. Certains scientifiques pensent que cette inflammation pourrait favoriser des maladies neurodégénératives comme l'Alzheimer's, tout comme celles qu'ont vécu Louis et les autres patients. C'est fait intéressant, ça, je veux interjecter. Tu parles de la flore intestinale. Oui. Puis que ça peut affecter ta santé neurologique. J'ai déjà lu des articles à ce sujet-là qui montraient qu'il y avait un bon lien avec ta santé intestinale puis ta santé mentale. Puis sais-tu quoi, comme moi, j'avais aucune idée de ça avant de faire cette recherche-là. Moi, j'ai déjà entendu ça avant, fait que c'est pas comme out there. C'est de la science, ça a déjà été étudié ailleurs dans d'autres circonstances. Le docteur Marrero garde espoir que le gouvernement reprenne enfin des recherches. Et il pourrait bien obtenir gain de cause. Le 15 novembre 2024, la nouvelle première ministre du Nouveau-Brunswick a annoncé qu'elle souhaitait ouvrir l'enquête. C'est tout récent, ça, là? Hey. À ce jour, les seules compensations connues que certains travailleurs ont reçues depuis, attache-ta-tu, René? Comment tu penses qu'ils ont reçu? Les gens qui comme collectivement ou chacun? Chacun. Oh, je sais pas. 5 000 $. Ah, 20 000. 20 000? OK, ouais. C'est quand même rien, là. Du monde qui sont décédés, là. C'est ça. Ça l'inclut... comme ils ont seulement eu 20 000, mais il fallu probablement qu'ils se battent pour l'avoir, parce que je connais aucun bûcheron ici qui a reçu de l'argent du gouvernement pour ça. Non, j'ai jamais entendu parler de ça. Puis j'ai souvent vu, quand on prend des chemins dans le bois, ça paraît quand ils viennent d'arroser le défoliant. Après une couple de jours, une couple de semaines, je ne sais pas c'est quoi exactement le timeline, mais comme toute la végétation, toute la verdure change de couleur, puis elle devient comme orange, elle devient morte. Ils font encore ça? Ici? Comme au Canada? Je me rappelle d'avoir vu ça au moins dans les 10 dernières années. Ah. C'est vrai, des fois, ils sprayent pour les bébites. Moi, je pensais que c'était pour les bébites, là, mais... Comme tu vois, l'herbe souvent reste là, puis l'herbe n'a pas de l'air d'être affectée par ça, mais comme des buissons, puis comme des petits sapins, des petites épinettes qui poussent, ça, les autres, ils virent complètement orange. Oh. Puis c'est bizarre de voir ces couleurs-là, tu sais, comme au mois de juillet, tu sais. Ouais. Fait que tu sais que c'est pas naturel, là, tu sais. C'est petit, pas de sapin. Mais les mauvaises herbes, par exemple, ça pousse. C'est comme des coquerelles, ça meurt pas. Ouais, comme ces plantes-là doivent être... ils sont pas affectés par le même blocage d'enzymes, j'imagine. C'est
C'est ça. Donc là, ils n'utilisent plus le dioxine, mais ils utilisent le glyphosate. C'est quoi, glyphosate? C'est quoi j'ai dit? j'ai plus mon téléphone avec moi pour le mot, là, mais... Gly quelque chose, ouais. Ouais, ils utilisent le glypatate. Glypatate. Je peux retourner checker, là, mais mon cas est assez long. Fait que c'est là que c'est rendu, là, le Nouveau-Brunswick qui rouvre une investigation, puis... La nouvelle ministre a dit qu'elle rouvrait une investigation, mais est-ce que c'est ça? On ne sait pas. Ça, c'était une dernière nouvelle que... En tout cas. Puis c'était à l'automne, fait que ça fait couple de mois, 5-6 mois. Mm-hmm. Ouais, j'essayais de retrouver, mais là... Ah oui, glyphosate, c'est ça. Glyphosate. Glyphosate. On a dit glyco une couple de fois. Ah non, pas glyphosate. 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 Glyphosate, oui. OK. Fait que toutes les fois que tu as dit glyphosate, ça voulait dire glyphosate. J'ai-tu dit glyphosate? Mec, ça se peut très bien que j'ai dit ça. Ça se peut, parce que j'ai lu beaucoup, là. Mais que je monte l'épisode, je vais te le dire. Toi, t'es habitué de faire des longs cas comme ça, pas moi. Non, mais c'est bon, j'aime ça. Mais est-ce que ça faisait du sens? Est-ce qu'il y avait comme un... J'en ai appris beaucoup. Ben oui, ça faisait du sens. Y avait-tu une suite dans mes idées? Parce que des fois... Ton syndrome de l'imposteur, il faut que tu le réduises un peu. Là. Non, mais des fois, quand c'est long, toi, tu le lis, tu le comprends, mais est-ce que tu penses que les gens y ont suivi puis ça faisait du sens? J'ai pas parlé beaucoup du Vietnam. J'ai parlé un petit peu de la guerre, que ça a commencé là. Oui, au Vietnam, si je me trompe pas, là, ils défoliaient des zones entières pour pouvoir exposer les emplacements de l'ennemi du Viet Cong. C'est exactement ça. C'était pour pas qu'ils puissent se cacher. Oui, parce que c'est une jungle. Right? Ça détruit toute la verdure. Exactement. Puis aussi, dans mes études, René, t'aurais peut-être aimé ça. Hey, je l'ai même pas. Dans ce cas, il a pas fait la coupure, là, malheureusement. Mais t'aurais aimé ça parce que à un moment donné, Guy Bourgouin parlait. Oh! Oui. Je l'ai écouté aujourd'hui en Facebook Live. Je lui ai posé une question. Il m'a répondu. Oui, c'est ça. Donc, Guy Bourgouin. Ça peut... Pause. Guy Bourgouin, c'est notre représentant de Parlement provincial pour notre circonscription, qu'on essaie dur à dire. C'est ça, mais ça fait assez longtemps de ce documentaire-là. C'était sur YouTube. Puis, il parlait justement de Agent Orange, puis que c'était une famille et ils étaient tous malades. Oh. Ils avaient tous des cancers. C'était des gens... C'était pas des enfants, il n'y avait pas d'enfants affectés, mais c'était la femme, son frère, ses sœurs, comme c'était une gang. Eux autres, ils avaient toutes la même maladie, pulmonaire. C'est des cancers. Ils travaillaient tous dans le bois ou ils restaient tous dans un endroit où il y avait pulvérisé Agent Orange. Okay. Eux autres, ils se souvenaient d'avoir fait comme ma collègue, puis ils jouaient là, puis tout ça. Donc, justement, le Guy Bourgouin parlait là-dedans, puis il disait que c'était probablement pas une coïncidence, là, tu sais. Ouais. C'était tout dans le sud de l'Ontario, par exemple. Bon, eh bien, j'espère que je vous ai pas trop perdu. J'espère que vous avez aimé. Et puis, on se reparle bientôt. René, il faut qu'il fasse son housekeeping. C'est ça. Venez jaser avec nous sur les médias sociaux. On est sur la piste du crime, sur Facebook et Instagram. Pas le TikTok, malheureusement. Ben, des fois, je mets des petites affaires, là, mais c'est pas sur la piste du crime, donc ouais, ça n'a pas rapport. C'est ça. Pour du contenu supplémentaire, visitez notre Patreon. Abonnez-vous au podcast sur Spotify, Apple, YouTube pour avoir une notification quand on sort un nouvel épisode. Si vous n'avez rien d'autre à faire, allez écouter tous les autres bons podcasts qui existent, surtout les podcasts francophones, s'il vous plaît. Et puis, n'oubliez pas de nous donner 5 étoiles. Et commencez par nous autres. Vous devez avoir tout écouté les notes, après aller écouter les autres. Oh! Et je voulais aussi remercier mon ami Sam, parce qu'il m'a envoyé un cas que j'avais jamais entendu parler, et je vais faire mon gros possible, Sam, pour toi, pour sortir ce cas-là. Je vais faire bien des études. Moi aussi, j'ai reçu plusieurs suggestions, là.
puis des shout-outs que je devrais faire, puis tout. Puis comme j'ai dit au début, là, avec l'entrevue, puis la nouvelle job, tout, j'ai tout... Des excuses. C'est ça, le chien a tout mangé ça, là, fait je me reprends pour la prochaine fois. Numéro 25, ça va être mon cas, puis je vais faire tous les shout-outs que je veux faire. Puis j'espère aussi de choisir un cas qui m'a été suggéré. Donc, on va faire... on a bien de l'étude à faire. Des grandes promesses. Il reste à voir si on va les tenir. On a déjà fait avant pour les... En tout cas, c'est pas de notre faute. Non, c'est pas vrai. René, il y a une bonne raison présentement. Puis c'est ça. On peut aussi blâmer le chien parce que la chienne... Oh my God. Bon, OK, assez de blabla. On finit ça. All right. Bye. Bye.